Non. Alors, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Il y a 3 chaises si vous êtes intéressés. Sinon, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui à DFS Strasbourg pour la première fois. Et je suis venue pour vous parler du produit entre la qualité et l'over-engineering. Donc, généralement, lorsqu'on commence à créer un nouveau produit ou à développer un nouveau logiciel, on cherche toujours à avoir un produit final de qualité. C'est le cas normal. Sauf que parfois, pendant cette quête de qualité, on risque de finir par avoir un produit très compliqué à utiliser et peu performant à force de trop en faire. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner les différentes raisons de l'over-engineering. Et à la fin de cette présentation, je vais vous donner quelques tips pour éviter ce piège. Hop. Donc, je commence à me présenter. Je m'appelle JL Mejri, je suis Chapter Lead US chez Beformonk. Je suis ambassadrice Women Take Makers et je fais aussi partie du groupe des organisateurs de GDG Paris. Donc, on organise pas mal d'événements et de meet-up tout au long de l'année. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre en scannant le QR code. Donc, pour commencer, est-ce que vous avez déjà eu des produits qui étaient très compliqués à utiliser à cause de l'over-engineering ? Super. Donc, est-ce que vous avez des exemples ? Alors, je vous ai préparé en fait un exemple très simple dans l'industrie automobile. Donc, prenons l'exemple d'une voiture. Une voiture, elle est définie par quoi ? Une voiture, elle a un moteur lié à 4 roues. Elle a des sièges, un volant, des fenêtres qui sont utiles pour le conducteur, des portes qui permettent aux passagers d'entrer et de sortir. Et elle a des pédales qui permettent d'accélérer et de freiner. Donc, peu importe le modèle, l'année de fabrication, la marque, etc., ces composants de base, ils sont toujours les mêmes. Parce que le rôle principal d'une voiture, c'est de ramener un passager d'un point A vers une destination B de la manière la plus efficace et la plus sécurisée possible. Alors, certainement, aujourd'hui, on a des voitures hybrides, des voitures électriques qui sont équipées par des ordinateurs de bord, qui nous permettent de rester en communication via satellite, GPS, etc. Sauf que les fonctionnalités de base d'une voiture, ils étaient déjà là depuis les toutes premières générations, voire depuis l'invention de la voiture. Et maintenant, si on avait une voiture avec des ailes, exactement comme un avion, cela pourrait nous éviter de percuter d'autres voitures ou de finir dans une falaise. Et surtout, cela permettrait en fait d'augmenter nos chances de rester en sécurité tout au long du trajet. Donc, cette idée elle était tellement attractive que le modèle Convair Car a vu le jour en 1947 en Californie. Pareil, pourquoi on a exactement 4 roues par voiture ? Aujourd'hui, on a 4 roues par voiture. Pourquoi ne pas avoir plus, en fait ? Comme ça, si le premier pneu éclatait, on aura d'autres pneus qui vont nous permettre d'avancer jusqu'à la prochaine station de service. Pareil pour les moteurs. Aujourd'hui, on a un seul moteur par voiture. Pourquoi ne pas avoir 2 ou 3 moteurs ? Comme ça, si le premier moteur tombe en panne, on aura d'autres moteurs qui vont nous permettre d'arriver à notre destination sans aucun problème. Donc, les 2 modèles que vous voyez sur l'écran aujourd'hui, en fait, ils sont plus commercialisés sur le marché. Parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne valent ni le coût ni l'effort nécessaire pour les mettre en place dans la voiture. Revenons par exemple dans l'exemple des roues. Aujourd'hui, on a exactement 4 roues par voiture parce que 4, c'est le nombre optimal qui va permettre à une voiture d'avancer d'un point A à un point B. En ayant moins, on risque de perdre de la stabilité de la voiture en termes de maniabilité. En ayant plus, on risque de faire augmenter les frais de fabrication de la voiture à cause des frais supplémentaires, des roues supplémentaires, plus les composants nécessaires pour intégrer les roues supplémentaires dans la voiture. Pareil pour les moteurs. Aujourd'hui, on a un seul moteur par voiture, parce que si on avait plus, on va déjà d'une part augmenter les frais de consommation de carburant, d'autre part, on va faire augmenter les frais de fabrication de la voiture à cause des frais supplémentaires de moteurs supplémentaires et de l'ingénierie nécessaire aussi supplémentaire pour mettre en place ces moteurs dans la structure mécanique de la voiture. Donc toutes ces idées que je viens de présenter représentent une sorte d'over-engineering parce qu'elles ne permettent pas en fait, d'améliorer la qualité de la voiture ou de répondre à un besoin de client, mais elles risquent de faire augmenter tout simplement les frais de fabrication de la voiture à un point que le prix final risque d'être hors portée de la plupart des consommateurs sur le marché.
Alors maintenant, certainement, il est simple d'identifier de l'over-engineering dans le cas d'une voiture, parce que les causes et les effets sont facilement mesurables. On sait à l'avance combien coûte chaque composant en termes de pièces ou main-d'œuvre. Par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'identifier de l'over-engineering dans le cas de développement logiciel. Pourquoi? Prenons un exemple très simple, j'ai pris l'exemple le plus simple possible, un exemple qui permet d'afficher un message Hello World sur l'écran. Je ne peux pas prendre un exemple plus simple que ça. Donc là, le développeur, en fait, on sait tous, je pense que la majorité, on est des développeurs, on sait tous que pour afficher un message Hello World, peu importe le langage de programmation, il suffit d'écrire une seule ligne de code. Par exemple, print quelque chose. Ici, le développeur, il a écrit presque 40 lignes de code. Donc, il a créé une nouvelle classe qui s'appelle MessagePrinter. Et dans cette classe-là, en fait, je ne sais pas si vous voyez le code, il a créé une première fonction qui permet en fait, de formater le message en rajoutant un emoji au début et un emoji à la fin. Et une autre méthode qui permet d'afficher le message avec un décalage d'1 seconde. Alors, je ne sais pas beaucoup pourquoi, en fait, je ne peux pas expliquer pourquoi le développeur il a fait ça, mais je peux vous assurer que c'est un exemple réel que j'ai vu dans ma carrière. Et peut-être qu'on a tous subi ce genre de code en arrivant dans une nouvelle boîte, en commençant à travailler dans un projet déjà existant, et surtout on découvre ce genre de pépites lorsqu'on a besoin de corriger un bug en prod, en fait. Lorsqu'on vient d'arriver dans une boîte, là, il nous demande de corriger un bug, on cherche, on trouve ce code qu'on n'arrive pas à comprendre ou expliquer l'utilité. Donc là, le développeur, premièrement, en fait, première étape à faire, c'est qu'il doit chercher la documentation ou l'expression de besoin du PO. Qu'est-ce qu'il a demandé déjà, le PO, en fait? Et c'est déjà un challenge, parce que ça dépend de la boîte. Il y en a des boîtes qui mettent leur expression de besoin sur des tickets Jira, il y en a d'autres sur des pages Confluence, il y en a d'autres qui utilisent les deux. Donc, c'est déjà compliqué de trouver une documentation à jour, si elle existe. Donc, sinon, en fait, deuxième étape, imaginons qu'il a trouvé la documentation. Deuxième étape, il doit vérifier que son code correspond bien à ce qui a été demandé par le PO. Si c'est le cas, on est sauvé, il peut corriger son bug. Si ce n'est pas le cas, il trouve un écart entre la documentation et le code. Dans mon cas, moi, je suis développeuse iOS. Donc, dans mon cas, je vais aller voir nos amis l'équipe Android. Donc, si le code entre iOS et Android il est identique, on peut déduire que la documentation n'est pas à jour. Par contre, s'il y a une troisième implémentation côté Android, et je vous assure que ça peut arriver souvent, là, ça devient un petit peu problématique. Donc, le développeur il doit faire un point avec son PO, l'équipe Android, pour trouver une solution. Donc, tout cela pour vous dire que identifier de l'over-engineering dans le cas de développement logiciel, c'est un petit peu, en fait, c'est compliqué, parce que là, on ne traite pas des pièces et des schémas, etc. Ici, c'est vraiment, on traite des lignes de code, du texte, des mots-clés, etc. Donc, c'est vraiment compliqué. Donc, à ce stade, comment et à quel moment on peut dire que le développeur, il a bien fait ce boulot, il a développé un code de qualité, et à quel moment on peut dire que le développeur, il a franchi la limite de l'over-engineering? Donc, pour répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre la notion de qualité logicielle, qui n'est pas un sujet de consensus. Déjà, entre les différents profils, un PM et un développeur, ils ne vont pas avoir la même définition. Et même entre nous, les développeurs, aujourd'hui, si j'essaie de poser la question à chacun d'entre nous, chacun il peut dire une définition différente. Par exemple, il y en a des développeurs qui vont dire un logiciel de qualité, c'est un logiciel qui a peu d'incidents en prod. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est lorsque les quality gates du logiciel ou du code, en fait, ils sont tous en vert sur Sonar, par exemple. Il y en a d'autres développeurs qui vont dire non, c'est pas vrai. Même si on a des quality gates ou des indicateurs en vert, ça ne veut pas dire que le code est de bonne qualité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les indicateurs pastèques, qui sont verts de l'extérieur et rouges à l'intérieur. Et je pense que ça nous parle. Et pareil pour les incidents. En fait, il y en a des logiciels. Le fait que le logiciel a peu d'incidents en prod, ou pas du tout d'incidents en prod, c'est rare, mais ça ne veut pas dire que le logiciel est de bonne qualité, parce que le jour où on va commencer à faire des modifications ou faire évoluer le code, là, on va découvrir que le code n'était pas fait pour, ou n'était pas conçu pour qu'il soit évolutif, peut-être dans le temps, etc. Donc moi, j'ai essayé de trouver une définition en fait académique. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé plein de définitions, et j'ai trouvé une définition qui est intéressante.
Donc, ils disent que la qualité logicielle, c'est la capacité du logiciel à correspondre à ses exigences fonctionnelles et à ses exigences non fonctionnelles. Ça veut dire quoi? Les exigences fonctionnelles, ça veut dire tout simplement les caractéristiques fonctionnelles qui définissent le logiciel. Ça veut dire qu'est-ce que le logiciel sait faire d'un point de vue business. Par contre, les exigences non fonctionnelles, c'est plutôt en fait les caractéristiques qui définissent le système. On peut les appeler aussi attributs de qualité, qui sont la disponibilité, la maintenabilité, la sécurité, les performances, etc. Tous les indicateurs qu'on connaît. Alors moi, j'ai un petit problème avec cette définition parce qu'elle représente la qualité logicielle comme une sorte de rétroviseur, en fait. Or, dans la vraie vie, on ne peut jamais définir les fonctionnalités ou les exigences non fonctionnelles dès le départ d'un projet. Et même si on arrive à le deviner, en fait, les facteurs externes changent tout le temps, donc c'est compliqué. Donc, prenons un exemple concret. Imaginons qu'aujourd'hui, qu'on va développer un logiciel qui va être utilisé par des millions d'utilisateurs. Donc, on va prendre dès le départ, on va prendre cette contrainte de millions, le fait que le logiciel va être utilisé par des millions d'utilisateurs, et on va l'appliquer sur toutes les exigences non fonctionnelles dès le départ. Donc, on va l'appliquer sur la disponibilité, les performances, la scalabilité, la sécurité, etc. Le jour où on n'aura pas en fait ces millions d'utilisateurs, on va avoir au final un logiciel surconçu en fait, qui nous a coûté très cher et qui nous a pris beaucoup de temps pour qu'il soit développé. Et au final, ça peut être l'une des raisons de l'impopularité du logiciel, en fait, parce qu'entre-temps, peut-être on a d'autres concurrents qui ont créé un logiciel moins robuste, mais qui répond mieux aux exigences de leurs clients, en fait. Donc, de l'autre côté aussi, si on crée un logiciel non robuste, on risque d'avoir plein d'incidents de prod, on risque d'avoir des clients mécontents, et du coup, on risque de perdre de l'argent aussi. Donc, comme vous le voyez, la notion de qualité logicielle, elle est importante, mais elle n'a pas un coût négligeable. Donc il faut toujours savoir faire l'équilibre entre les deux. Et pour faire cet équilibre, on a pas mal de méthodologies agiles qui permettent de le faire, telles que le triangle QCD. Je pense que vous le connaissez déjà. Donc le triangle QCD, c'est une méthodologie qui permet de planifier et de gérer un projet d'une manière efficace en gardant en équilibre 3 facteurs. Donc, ce sont 3 facteurs de 3 contraintes interdépendantes. Donc, on ne peut pas agir sur l'une des contraintes sans agir au moins sur les 2 autres. Donc, avec le triangle QCD, il s'agit de garder en équilibre 3 facteurs. Parce que si on garde en équilibre que 2 facteurs, donc par exemple la qualité et le coût, et on ignore la rapidité, on va avoir une livraison très lente. Donc, un time to market très lent, et du coup, on va avoir des problèmes de concurrence sur le marché. Par contre, si on garde en équilibre que la qualité et la rapidité, on va avoir un logiciel très coûteux, et ce n'est pas le but. Notre but, c'est toujours de gagner de l'argent. Et au final, en fait, si on ignore la qualité et on garde en équilibre le coût et la rapidité de livraison, on va finir avec un logiciel de très mauvaise qualité, et pareil, du coup, on va avoir des incidents et des clients mécontents, et on perd de l'argent. Donc voilà, le triangle QCD, c'est une méthodologie qui est apparue pendant les années 80-90, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on a pas mal de pratiques agiles qui sont beaucoup plus modernes, telles que DORA, les métriques DORA, en fait, DORA pour dire DevOps Research and Assessment. DORA, tout simplement, c'est un labo de recherche qui a été fondé par un groupe de DevOps dans le but de mieux utiliser en fait, leur recherche dans le domaine de DevOps. Pour info, ce groupe de DevOps, c'est le même groupe qui a écrit Accelerate. On va revenir par la suite sur notre présentation, sur le livre. Donc DORA, elle a été créée pour mieux utiliser la recherche d'un groupe de DevOps pour mieux comprendre en fait, les procédures et les bonnes pratiques nécessaires à mettre en place dans une équipe pour améliorer ses performances en termes de développement et de livraison logicielle. Et pour info, DORA a été racheté par l'équipe Google Cloud en 2018. Donc avec DORA, maintenant, il faut garder en équilibre plutôt 2 facteurs. Donc la fiabilité du logiciel et le rendement de l'équipe. On peut dire la qualité aussi du logiciel et la rapidité de livraison si on veut faire une projection sur le triangle QCD. Et comme vous l'avez remarqué ici, la notion de coût n'est pas en fait explicite avec DORA. Pourquoi? Parce qu'il considère que la notion de coût et de l'argent est déjà intégrée dans cet équilibre entre la fiabilité du logiciel et le rendement de l'équipe.
Maintenant, ce qui est intéressant avec Dora par rapport au triangle QCD, c'est qu'avec Dora, elle nous fournit en fait un framework de mesure qui va permettre de mesurer cet équilibre entre la fiabilité et le rendement. Parce que si on ne sait pas mesurer quelque chose, on ne sera pas capable de la contrôler ni de l'améliorer. Donc avec Dora, on a 4 métriques, 2 métriques de rapidité et 2 métriques de qualité. Première métrique, c'est la fréquence de déploiement, c'est le nombre de déploiements réalisés par une équipe dans une période T. Deuxième métrique, c'est le délai d'exécution de changement, le lead time. Ça veut dire que c'est le temps pris par une équipe pour mettre en prod un changement. Troisième métrique, c'est une métrique de qualité. Il s'agit de délai moyen de rétablissement, le Mean Time to Recovery, MTTR. Donc là, il s'agit de temps pris par une équipe pour en fait, corriger un incident en prod. Et finalement, dernière métrique, c'est le taux d'échec de changement. Il s'agit de calculer le nombre de déploiements qui ont causé une régression ou un incident en prod. Donc c'est une métrique très importante. Normalement, on la calcule en divisant le nombre d'incidents par le nombre de déploiements réalisés par une équipe dans une période T. Et c'est un indicateur très important pour montrer que lorsqu'on met des délais très serrés pour mettre des changements en prod dans une équipe, on finit inévitablement en fait, à avoir des incidents et des problèmes, etc. Donc maintenant, selon le State of DevOps, c'est le rapport publié par les Google Cloud sur des retours d'expérience de pratique Dora. Donc selon le State of DevOps, ils disent que les entreprises ou les équipes qui ont réussi à améliorer leur score sur les 4 métriques, ils ont réussi à passer plus de 44% de leur temps à créer de nouvelles features. Ça veut dire qu'ils ont mieux utilisé leur temps et leur argent pour créer de la valeur ajoutée. Maintenant, comment une équipe peut améliorer en fait, son score sur les 4 métriques Dora? Donc, pour répondre à cette question, je reviens sur le livre Accelerate, qui a été créé par les fondateurs de Dora. En fait, dans ce livre, les 3 DevOps, ils ont regroupé 24 capabilities qui s'appellent Capabilities Accelerate. Et ils disaient en fait que pour améliorer les 4 métriques Dora, il faut améliorer les 24 Capabilities Accelerate, qui sont groupées en 4 catégories. Première catégorie, c'est les capabilities techniques. Là, il s'agit de tout ce qui est amélioration, d'automatisation de process, intégration continue, déploiement continu, etc. Deuxième capability, c'est les capabilities de monitoring et d'observability. Là, il s'agit de création de tableaux de bord de suivi en temps réel, la création de métriques de performance. Troisième catégorie, c'est les capabilities de process. Il s'agit ici d'améliorer la gestion agile de travail et le management visuel. Et finalement, la catégorie des capabilities culturelles. Là, il s'agit de mettre en place une culture de communication, d'apprentissage, etc., et de partage entre les différentes équipes. Alors aujourd'hui, on ne va pas détailler les 24 capabilities d'Accelerate parce que c'est un sujet à part entière. Donc je vous recommande ou bien de lire le livre Accelerate ou de voir la conférence de Geoffrey Gravon pendant le DevOps 2023 qui explique très bien en fait, la corrélation entre les différentes catégories des capabilities Accelerate. Donc pour résumer un petit peu, la notion de qualité logicielle, ce n'est pas une métrique qu'on peut calculer d'une manière isolée, en fait, parce que c'est une notion fortement liée à des sujets à la fois techniques et non techniques. Et c'est un sujet qui fait partie d'un sujet plus général qui est le calcul de performance de l'équipe. Maintenant, passons à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais vous donner des exemples concrets dans le code, d'exemples d'over-engineering pour vous montrer qu'il est vraiment facile qu'un développeur tombe dans le piège de l'over-engineering, même s'il est en fait un développeur compétent. Donc, je reprends le même code de tout à l'heure, le petit code qui permet d'afficher un message Hello World sur l'écran. Tout à l'heure, on a dit que le développeur il a créé une classe réutilisable qui prend en entrée un message de type chaîne de caractères et qui affiche le message sur l'écran, tout simplement. Et du coup, le développeur, ici, dans ce cas, il va dire dommage, j'ai créé toute cette classe-là pour qu'elle soit responsable en fait, d'affichage de n'importe quel type de message dans l'application. Or, ici, la méthode ou la classe, elle permet que d'afficher des messages de type chaîne de caractères. Donc, le développeur, il va remplacer le message de type chaîne de caractères par un message de type générique-T. Comme ça, en fait, la classe, elle va être capable d'afficher n'importe quel message de type numérique, de type référence, de type, etc. booléen.
etc. Donc de loin, on peut dire que le développeur, il a bien fait. Il a donné cette responsabilité unique à cette classe-là, en fait. Sauf que c'est un exemple simple. En fait, vous le savez, dans un cas réel, avec une logique métier beaucoup compliquée, normalement, et si le développeur commence à utiliser une première variable de type générique, une deuxième variable, etc., au final, on va avoir un code illisible et très compliqué à faire évoluer, surtout par d'autres développeurs. Donc là, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les types génériques, parce que c'est un outil puissant quand même pour réutiliser le code, etc., mais les types génériques, ils doivent être utilisés lorsqu'on en a vraiment besoin. Dans ce cas, le développeur n'aurait pas dû en fait, écrire tout ce code-là, il suffisait tout simplement d'utiliser en fait, les fonctions natives pour afficher le message tout simplement sur une seule ligne de code. Deuxième exemple, c'est la sauvegarde des données inutiles dans la base de données. Donc là, il s'agit plutôt, en fait, ça concerne les tâches de configuration, de migration de bases de données entre les différents environnements, qui sont des tâches un petit peu sensibles et risquées. Donc là, les développeurs, ils ont toujours tendance, lorsque c'est une tâche risquée, en fait, ils ont toujours tendance à sauvegarder plus de données au cas où. Il y a toujours cette gestion de au cas où on aura besoin. Donc là, je vais vous donner un exemple d'un site e-commerce type Amazon, qui a une base de données qui contient 3 tables, pour simplifier. Donc, table client, table commande et table produit. Le jour où on aura besoin d'afficher les coordonnées du fournisseur, on doit insérer une 4e table qui s'appelle supplier au fournisseur, qui va contenir toutes les informations du fournisseur, donc son nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les mails, le nom de propriétaire et la date de création. Or, le nom de propriétaire, par exemple, la date de création, ce sont 2 données qui ne vont jamais être utilisées dans notre système, ils ne vont jamais être affichés sur notre site web. Donc, il ne faut jamais aussi sauvegarder ce genre d'informations. Parce que sinon, déjà, on va occuper plus d'espace mémoire. Si on est sur cloud, on va payer plus pour rien. Par contre, de l'autre côté aussi, ce genre d'informations stockées en fait, inutilement, en fait, il risque de ralentir les prochaines tâches de migration et de complexifier aussi, créer peut-être des problèmes par la suite. 3e exemple, c'est l'application inutile des concepts de qualité. Dans le développement logiciel, on a plein de concepts qui permettent d'améliorer la qualité de code, tels que les principes solides, les design patterns, l'encapsulation, etc. Je vais vous donner un exemple de 2 classes, une classe client et une classe vendeur qui ont presque un code identique. Donc les 2 classes, ils ont une adresse physique de type chaîne de caractères, les 2 classes, ils ont un taux de TVA à payer de type double, et ils ont des méthodes qui permettent de modifier l'adresse physique et le taux de TVA, donc chaque classe. Donc ça c'est le code identique. Par contre, chaque classe, elle a un code spécifique. Par exemple, pour la classe client, on a une liste de bons de commande. Par contre, pour la classe une méthode qui permet de rajouter un bon de commande dans la liste. Par contre, pour les vendeurs, on a plutôt une liste de factures et une méthode qui permet de rajouter une facture dans la liste des factures. Donc là, le développeur, il va se dire, c'est dommage qu'on a un code dupliqué entre les 2 fichiers. Donc, vaut mieux en fait centraliser ce code en commun en fait, dans une implémentation partagée. Donc, il va créer une classe, un 3e fichier, une classe mère, et dedans, en fait, il va regrouper tout le code en commun entre client et vendeur. Et bien sûr, il va laisser le code spécifique de chaque classe, la liste de bons de commande et la liste de factures. Et après, il va hériter, donc les classes client et vendeur, ils vont hériter le code en commun de la classe entreprise. Donc jusqu'à maintenant, tout va bien, le développeur il a bien fait son boulot, il n'était pas paresseux quand même. Et il a même appliqué une bonne pratique qui s'appelle le dry, don't repeat yourself. Pour faire simple, en fait, le dry, c'est pour centraliser tout ce qui est connaissance et logique métier commune dans une implémentation en fait, partagée entre les différents composants de code. Pourquoi on fait ce genre de dry? Parce que si on a une logique métier dupliquée partout dans le code, le jour où on aura besoin de modifier cette logique métier, ça va nous prendre beaucoup plus de temps que nécessaire, et après on risque d'oublier, on risque de faire des erreurs. Donc c'est pour ça qu'on utilise le dry. Là, tout va bien jusqu'au jour où le PO du développeur va lui demander de changer la règle
qui permet de calculer le taux de TVA pour les clients. Parce que peut-être dans un autre pays, en fait, le taux de TVA entre les vendeurs et les clients ne sont pas les mêmes. C'est un exemple, hein. Peut-être que ce n'est pas vrai. Donc là, le développeur il va se rendre compte qu'il n'a pas prévu les choses de cette manière-là. Pour lui, la méthode qui permet de calculer le taux de TVA, c'est une logique mathématique commune entre les deux. Il l'a mis dans la classe mère et voilà, c'est implémenté de la même façon pour les deux. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il a mal fait le développeur? À part le fait est-ce que c'est le choix entre héritage, composition, avant d'arriver au choix technique? Dans sa démarche, dans sa logique, qu'est-ce qu'il a mal fait le développeur? Merci. Du coup, en fait, exactement, tout à l'heure, j'ai donné la définition de dry. En fait, il s'agit en fait de centraliser la logique métier et la connaissance commune en fait entre les composants. Il ne s'agit pas de centraliser le code en commun. Du coup, le développeur, il a vu un code en commun dans les deux fichiers. Il a déduit, il n'a peut-être même pas posé la question en son PO que la règle est identique toujours entre les clients et le vendeur. Après, le développeur, il n'est pas censé connaître toutes les règles, c'est normal, mais au moins, il doit être orienté business, en fait. Parce que le dry, c'est une bonne pratique très utile pour garder une certaine cohérence dans le code. Sauf que si on l'applique lorsque l'application n'est pas orientée business, comme vous le dites, en fait, on risque de créer des dépendances inutiles et de forts découplages entre les différentes couches. Donc, ça ne marche pas. Donc là, le développeur il s'est rendu compte au final que son refacto, cette petite modification, qui était normalement censée être très simple s'il a gardé la même implémentation, elle va lui coûter un petit peu quand même plus cher parce qu'il doit refacto en fait, les codes pour implémenter la méthode plutôt dans les classes filles que les classes mères. Bref. Maintenant, tout ce que je viens de dire pour le dry code s'applique aussi pour les bases de données, le plan test, les flux d'automatisation, l'infrastructure et même pour la documentation. Parce que si on n'a pas une implémentation dry, en fait, on risque d'avoir pas mal de confusion chez les développeurs et du coup, on risque d'avoir de mauvaises implémentations à cause de la documentation. Maintenant, quelles sont les vraies raisons de l'over-engineering? À part le fait que nous, les développeurs, on adore mettre en place les bonnes pratiques et les concepts qui améliorent le code, utiliser la nouvelle librairie qui vient de sortir, etc. À part ça, quelles sont les vraies raisons non techniques de l'over-engineering? Premièrement, c'est le manque d'objectifs clairs, comme on a vu tout à l'heure, en fait. Tout à l'heure, les développeurs, ils ne savaient pas en fait s'ils vont réutiliser dans l'exemple de base de données, ils ne savaient pas donc si on va réutiliser ou utiliser ces données-là, donc en stock, on ne sait pas, peut-être on aura besoin, etc. Au cas où. Donc c'est au PM de définir des objectifs clairs dans son équipe, parce que si les développeurs ne savent pas où va le produit, ils ne seront pas capables de trouver les moyens pour y arriver. Deuxièmement, c'est la mauvaise priorisation de backlog. Pareil, si le PM ne sait pas quelles sont les features qui répondent mieux aux exigences de ses clients, les développeurs ne seront pas capables d'identifier les tâches qui permettent plus d'attention. Troisièmement, c'est la mauvaise communication. Donc, il ne suffit pas de fixer en fait, des objectifs clairs, une priorisation claire du backlog aussi, mais il faut les bien communiquer, s'assurer qu'on a bien adopté les objectifs et les priorités de l'équipe. Quatrièmement, c'est les vagues échéances, parce qu'il ne faut jamais donner plus de temps nécessaire à son équipe pour développer une feature. Sinon, les développeurs ils vont toujours trouver le temps pour faire de l'over-engineering. Par exemple, il y a des équipes, parfois lorsque c'est calme, il n'y a pas beaucoup de features ready to dev, donc on donne le temps pour les développeurs pour faire des refactos, améliorer le code, etc. Il y en a même des boîtes qui mettent des cycles ou des sprints de cooldown pour améliorer le code purement tech, quoi. Et du coup, même ce genre de temps libre ou de temps d'amélioration de code, il faut définir, il doit être vraiment bien en fait, organisé, il faut définir des objectifs, il faut que les choix techniques soient faits d'une manière scientifique en se basant sur des études, sur des POC. Il ne faut jamais laisser les développeurs chacun en fait, développer dans son côté en fait, les refactos, etc.
Et finalement, les délais aussi irréalistes. Pareil, si on met des délais serrés en fait, dans une équipe, ben, on risque que les développeurs ils vont toujours chercher des hacks qui ne vont pas être durables dans le temps. Alors, l'overengineering ne concerne pas que la tech. On peut trouver de l'overengineering aussi dans l'organisation et les organigrammes d'entreprise. Donc, je prends l'exemple d'une start-up qui, dès le départ, a imité une organisation complexe d'une grosse entreprise, en fait, avec plusieurs niveaux hiérarchiques. Donc, ce genre d'organisation, malheureusement, il est défavorable pour l'agilité, pour la prise de décision, pour l'esprit d'initiative, pour l'innovation, etc. Imaginons ici qu'un individu, il a une bonne idée en fait, à mettre en place dans son équipe ou sur son produit. Cet individu, il doit valider avec X, en fait, X, il doit valider et prendre l'autorisation de Y, etc. Donc, le process il devient beaucoup plus compliqué. Donc, au lieu de ça, il faut plutôt en fait, mettre en place des organisations plates avec moins de niveaux hiérarchiques. Ce genre d'organisation il est favorable pour l'agilité, pour la culture de responsabilité et d'appropriation. Pareil, on peut trouver aussi de l'overengineering dans les process. Je prends le même exemple d'une startup qui a mis à jour directement, en fait, elle a utilisé 2 méthodologies agiles excessives telles que Safe et Scrum, qui sont 2 méthodologies très lourdes pour des équipes de petite taille, au lieu de tout simplement mettre en place des méthodologies plus flexibles telles que Kanban et Lean, qui permettent de pivoter selon le contexte, selon le besoin. Alors, appliquer de l'overengineering dans une équipe n'est pas malheureusement sans conséquences. Donc, la première conséquence, c'est le rallongement du cycle de développement. Donc, et lorsque je dis rallongement de cycle de développement, ça ne veut pas dire que le temps pris pour écrire du code, mais aussi pour le tester. Donc, le cycle de développement devient plus lent, et le cycle de test aussi devient plus lent. Et du coup, ce qui impacte le time to market, le time to cache. Et lorsqu'on dit en fait cycle de développement plus lent, donc ça veut dire les coûts de développement deviennent plus importants, pareil pour les coûts de test et même de l'infrastructure. Et comme on en a vu tout à l'heure, l'overengineering ne permet pas d'améliorer en fait, la qualité du code, c'est l'inverse. On risque d'avoir un code final très compliqué à maintenir et faire évoluer. Et finalement, en fait, la conséquence la plus extrême, la plus grave de l'overengineering, c'est lorsque la boîte devient incapable d'atteindre son product market fit. Ça veut dire quoi, ma product market fit? Ça veut dire la satisfaction du client. Vu qu'on est toujours, en fait, le cycle de développement il est lent, donc on est toujours en retard, donc on court toujours derrière nos concurrents et on n'arrive pas à satisfaire le besoin de client parce que le besoin de client il change tout le temps en fait. Et si nous on est en retard, donc on se retrouve en fait en train de courir derrière les besoins de clients à chaque fois. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire selon ce qu'on a présenté pendant toute ce talk? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter l'overengineering? Pour récapituler, d'un point de vue organisationnel. Ouais. Déjà, il faut savoir, connaître l'objectif et savoir où aller. Ouais, c'est la première chose. Ouais. Surtout si on ne sait pas, il ne faut pas se faire trop tôt, il faut attendre d'en savoir plus. Parfois, c'est mieux de peut-être mettre je ne sais pas aujourd'hui, ça se trouve même le métier ne sait pas. Exactement. Je fais juste ce qu'il faut et puis j'attends de voir comment ça évolue. Exactement, oui. Donc, pour récapituler, il faut tout d'abord, comme il a dit, en fait, tout d'abord définir des objectifs clairs et des priorités claires et les bien communiquer à toute l'équipe. Définir des délais réalistes, c'est très important. Parfois, on en veut aux développeurs parce qu'ils ont fourni un code de qualité, de mauvaise qualité, pardon. Or, les deadlines, ils n'étaient même pas chiffrés sur des bases scientifiques et ce n'est même pas les développeurs qui ont chiffré. Troisièmement, il faut mettre en place une organisation simple et des process efficaces. Et quatrièmement, en fait, c'est très important de mesurer la performance de l'équipe dans la qualité du logiciel. En fait. Comme ça, on peut améliorer, on peut identifier là où ça ne va pas en fait, dans l'équipe. On peut utiliser Dora, on peut utiliser d'autres méthodes, hein, on n'est pas obligé d'utiliser Dora. Et comme vous venez de le dire, pour les développeurs et même pour les autres profils, il faut arrêter d'être dogmatique.
tous les choix techniques qui doivent être faits d'une manière scientifique, en se basant sur des études, sur une comparaison, en listant les avantages et les inconvénients, en prenant du recul, prenant l'avis des autres. Et appliquer aussi le HAGNI. Le HAGNI, c'est un principe d'extreme programming. C'est exactement ce qu'il venait de dire en fait, tout à l'heure. Il faut se focaliser sur ce qu'on a besoin aujourd'hui, en fait. Il ne faut pas en fait, développer des choses au cas où on aura besoin, etc. Il faut se focaliser sur le besoin immédiat aujourd'hui. Après, si on a une évolution à mettre en place, on trouvera le temps pour le faire. Il ne faut pas prévoir des choses qui ne sont pas demandées. Et sinon, ma préférée, c'est le Keep it simple and stupid, parce qu'il faut toujours choisir la solution la plus simple possible. Lorsqu'on met en place des solutions complexes, ça ne veut pas dire qu'on est compétent. Et comme disait Albert Einstein, il disait toujours, en fait, il faut du génie pour rendre les choses plus simples. Voilà. Donc, pour préparer cette conférence, je vous recommande de voir Accelerate. Et pour les développeurs, si vous voulez voir des exemples concrets, comment on applique ou on n'applique pas les bonnes pratiques, en fait, les bonnes pratiques, à quel moment les appliquer, il y a le livre qui s'appelle The Pragmatic Programmer, qui est intéressant. Je vous ai mis aussi des références sur le site, le State of DevOps, etc. Et voilà. J'ai terminé. Je ne sais pas si on a encore du temps pour prendre des questions. Je pense que oui. Est-ce que vous avez des questions? C'était clair? Merci.